Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du comité permanent du conseil municipal sur les stratégies politiques municipales en ce 20 février 2024. Et sans plus tarder, je dois dire que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé au Mi'kmaq. Et de la même manière, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Et juste un rappel à tout le monde que cette réunion de ce soir est aussi disponible sur les médias sociaux. Et c'est ça. Mais également aussi pour la traduction, c'est qu'il y en a qui ont besoin de traduction. Anybody needs translation, translation is available. OK. Alors, présentation de la politique de visibilité corporative, madame, plutôt, excusez-moi, madame Pauline Cormier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, maire et membres du conseil. On a voulu vous présenter ce soir un gros projet en développement sur la visibilité corporative, qui veut dire sur la commandite. On a cru bon de voir ça parce que, comme vous voyez probablement comme nous autres, on n'a pas beaucoup de commandites dans nos installations récréatives et sportives. On a un peu à l'intérieur, mais presque pas à l'extérieur. Donc, on va commencer la présentation que je vais vous faire. C'est de vous présenter les grandes lignes d'un projet ou d'une politique qu'on aimerait développer envers ça, pour le côté de la commandite de coopérative avec la municipalité et notre secteur associatif aussi. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre dans le contexte actuel de la vente d'espace. Les infrastructures, comme que je viens de dire, on a peu de commandites vendues. On a un peu à l'Uniplex, notre nouvelle installation, un peu au centre à côté qui est sportif, mais il faut presque regarder pour. Puis, l'extérieur, on n'a presque pas. Donc, le processus aussi pour la vente de ces commandites-là n'est pas énorme. C'est différentes choses. Il n'y a pas de régularité dedans. Puis, la valeur des espaces aussi, on ne connaît pas la valeur des espaces, que ça vaut vraiment. Donc, nous, on trouve qu'on perd beaucoup de l'occasion de vendre la commandite dans nos installations. Comme vous savez, comme moi, il y a certaines installations extérieures qui sont beaucoup achalandées. Par exemple, Dover, dans le soccer à Dover. Je vous ai passé là une soirée la semaine en été, on va bien le voir. Donc, ça étant dit, on a voulu, la démarche qu'on a prise pour revenir à ceci ou une politique, un programme, c'est on a fait l'embauche de New Focus ici à Dieppe en mars dernier, l'an passé, pour travailler avec nous pour faire cette démarche ici. Il a fait de la recherche de pratiques ailleurs. On est une des seules qui m'a bien dit, il fallait bien que je le mentionne, qu'on a pu faire cet exercice pour le programme pour toutes nos installations. Il y a plusieurs municipalités qui le font pour une installation, mais pas plusieurs comme un paquet comme nous. Nous, je vais vous dire les installations tantôt qu'on a choisi d'analyser. Il a fait l'analyse de nos infrastructures aussi, déterminer le nombre, les espaces potentiels qu'il y a à vendre dans nos installations extérieures. Aussi, identifier la valeur, comme que je dis tantôt, des espaces que ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut pour louer ça ou vendre ça annuellement. Les résultats, on a eu ça, c'est son potentiel de revenus additionnels, c'est un gros potentiel. Ça aussi, je le mentionnerai. Ça fait que, afin de répondre à ce défi-là, ben, on a fait l'embauche de New Focus pour voir cet exercice-là. Donc, il a fait cet exercice-là pour nous parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, naturellement, l'achalandage, les terrains et de tout, qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Ça fait que lui, il a donné jusqu'en novembre. En novembre dernier, il nous a présenté des trousses de publicité, de visibilité coopérative que vous pouvez voir en annexe, qui est une ébauche que vous avez eu dans vos paquets. Ça fait que, on va continuer avec ça. Puis là, je suis assez embarqué dedans, je n'ai même pas fermé tes flèches. Là, fait que... Fait que nous, nos recommandations, les installations qu'on parle d'eux, il y en a 8 installations de lesquelles on parle.
Et on parle des terrains de tennis, terrains de pickleball, tous les terrains de soccer, les terrains multisports, les terrains de balle, terrains de balle molle, le parc à chiens. C'est ceux-là que tout de suite qu'on parle de les 8 installations dont nous parlons. Il y a 322 espaces qui peuvent être loués ou vendus. Donc, je sais que ça ne fera pas tout dans le premier mois, mais quand même, si on peut commencer avec ça, ça serait un beau projet, un beau revenu potentiel pour la municipalité. Nos recommandations, nous, dans ceci, c'est l'élaboration d'une nouvelle politique, justement, une politique qui va encadrer ce programme-là de visibilité corporative, puis le développement d'un programme de vente d'espace publicitaire, qui est un peu l'exemple que vous avez en annexe. Nous, on appelle ça une trousse, là, pour l'ensemble de nos infrastructures récréatives et sportives. Donc, c'est vraiment la recommandation. Ça, c'est mettre un standard, mettre un juste équitable à tout le monde. Je veux vraiment mettre un processus ensemble, vraiment voir pour cette vente de programme ici. L'objectif de la politique, ça serait d'encadrer la vente d'espaces publicitaires au sein des infrastructures récréatives et sportives, bien sûr, accroître et maximiser le revenu provenant de la vente d'espaces publicitaires, puis offrir un appui au secteur associatif aussi. Les secteurs associatifs, il y en aura aussi qui pourraient vendre, nous autres, dans les terrains qui sont impliqués dedans. Avec nous, ça ne serait pas juste toute la ville de Dieppe, ça fait que ça serait un appui qu'on pourrait donner. C'est un revenu potentiel pour les autres aussi. Porter les champs d'application, mais c'est toutes les installations que je viens de vous nommer tantôt, je les repasserai pas. Le cricket, je sais qu'on a un commanditaire potentiel déjà pour parler, je pense, avec eux autres. Le disc golf aussi, on a déjà un peu qui se fait par là. Fait que nous, on a voulu commencer avec les eaux les plus gros avec la ville, mais c'est sûr qu'après, on pourrait continuer. Comme on n'a pas mis la piste d'athlétisme, mais la piste d'athlétisme, tout de suite, elle est utilisée quand il y a vraiment des événements. Mais il n'y a rien qui dit pendant un événement qu'on ne pourrait pas aller chercher de la commandite pour cet événement-là pendant la fin de semaine. Donc, ce sont les terrains qu'on parle aujourd'hui. Les principes directeurs politiques, c'est justement mettre un processus simple et équitable pour tout le monde. L'approche de partage de revenus, c'est quel revenu ou quel espace que la ville vendrait versus le secteur associatif. Déterminer ces espaces-là. Allocation des espaces équitables et transparentes, c'est sûr qu'on va être transparent. Les structures, les outils au OSBL, on pourrait les aider avec, les supporter, comme la trousse, savoir les taux, les formulaires à remplir, on va déjà développer ça pour eux autres. Fait que eux autres, ça va leur donner cet appui-là, qui n'ont pas besoin de tout développer, ces choses-là. Puis aussi, la qualité visuelle, visibilité. Ça, c'en est une autre aussi. C'est souvent que j'arrive à l'aréna, puis si je vois une bande publicitaire, puis que la politique A9 sur la politique linguistique n'est pas respectée, il faut leur dire. Donc, eux autres, il faut qu'ils gèrent de bord, qu'ils le revendent ça, qu'ils refaire une autre copie. Donc, de cette manière ici, on parle avec les gens avant pour être proactif avec eux autres. Nos responsabilités de la ville qu'on aurait dans cette politique-là, c'est l'administration, bien sûr, de l'ensemble du programme, établissement des lignes directrices, identification des espaces physiques, qui aurait quoi, allocation des espaces aux parties prenantes, l'autorisation et l'approbation des publicités, ça c'est justement ce que je viens de dire aussi, pour la politique L9, la politique linguistique, oui, A9, excusez. Vendre des espaces réservés aussi à la municipalité. Ça fait que c'est qu'est-ce que la ville pourrait réserver ou vendre tout de suite. Je peux vous dire que depuis l'automne dernier, depuis que j'ai eu ce dossier ici, j'ai aussi commencé à le faire avec les gens à l'intérieur de l'Uniplex. Il y avait beaucoup de commandites tout de suite. Puis ça va très bien avec les autres. Les autres apprécient beaucoup que je leur dise à l'avance, que faire approuver leur bande avant qu'ils s'en aillent, puis ça soit trop loin. Donc, jusqu'à date, on n'a aucun problème avec eux autres. J'ai pu suivre ceci pour voir aussi, là, voir comment ça allait aller avec les organismes. Puis, jusqu'à date, ça a bien été avec les organismes qui sont dans nos arénas. La responsabilité des organismes, ça serait eux autres, ça serait l'addition aussi au processus établi. C'est sûr qu'il faut que ça adhère à accepter le processus qu'on a établi. Il faut qu'ils respectent les lignes directrices qu'on va mettre en marche. Promotion à la vente de leur espace publicitaire. Les autres s'occuperaient tout de leur espace, ramasser l'argent, toutes les choses, qu'est-ce qu'ils seraient les autres, ils le feraient entre eux autres.
Il y a la collaboration avec les parties prenantes qu'il y aurait avec eux autres, puis aussi la communication proactive avec la ville. C'est certain qu'avoir une communication avec eux autres, puis nous autres, c'est certain que nous, on veut faire sûr que la communication va des deux sens pour avec eux autres. Mais comme je dis, on a vraiment commencé déjà ça en octobre dernier. Donc, ceci étant dit, nos prochaines étapes, nous, c'est d'amener une recommandation au Conseil, vous autres, pour sur la politique. On souhaite que le 11 mars, que je sois ici avec une politique à faire adopter ou faire pour l'approbation. Les rencontres avec les OSBL, il faut les rencontrer. On va commencer avec les terrains extérieurs, naturellement, parce que c'est les prochains qui vont aller chercher la commandée tout de suite. Vous savez comme moi, probablement que le pickleball nous attend juste à la porte pour pouvoir commencer. Fait qu'on veut vraiment commencer avec eux autres. Il y a toute la conclusion des outils et les gabarits aussi. Faire traduire les gabarits, les formulaires, tout ça. Mettre ça aussi sur sur le site web. On va mettre ça via Internet, que les gens pourront les chercher puis appliquer pour les demandes, parce que tout de suite, les demandes, ça vient de partout. Puis, naturellement, le lancement public se ferait, on souhaite qu'au début mai, la mi-mai, on serait pouvoir lancer le programme. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Questions, commentaires, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. C'est une belle initiative. Moi, j'appuie ça à 100%. Bonne opportunité aussi pour les organismes d'aller chercher des fonds, puis pour la ville. J'ai juste deux questions. Actuellement, je sais qu'à Uni, c'est pas mal toute la ville qui reçoit l'argent de commandite. C'est tout ça? Non. Non? Non. On reçoit 13 bandes sur toutes les bandes qui sont là dans les deux surfaces de glace. Puis à la AGL, il y a des bandes aussi. Est-ce que c'est surtout le hockey mineur qui ramasse? OK, oui. 100%. Je dirais pas 100%, mais à 85%. Okay. Les ventes standardisation. C'est ça. Okay. C'est diviser équitable aussi avec tout le monde pour que un groupe ait tous les meilleurs espaces. C'est ça. Fait que tu te voir à ça. C'est une bonne initiative. Puis là, ma question, c'est qu'est-ce qui va être responsable de vendre cette publicité-là? Pour nous, ça serait une démarche qu'on en parle à l'interne, là. Okay. Mais c'est soit que c'est quelqu'un à l'interne ou qu'on embauche une compagnie et qu'on donne un pourcentage. C'est ça qui arrive dans le cas. Parce que ça, c'est vraiment un dossier par soi-même avec tous ces espaces-là qu'on veut vendre. Oh oui, non. Je sais qu'on ne va pas tous les vendre le premier mois, là. Le dit tant que Rome n'a pas été construit d'un an, là, d'un mois, là, une journée. Ça fait que, ouais. Parfait, ça répond à mes questions, merci. Bienvenue. Merci. Prochain. Monsieur Godette. Merci, M. le maire. Seulement une question. Pensez-vous de vendre, peut-être c'est trop tôt pour demander la question, aller voir différentes grosseurs d'enseignes ou ça va peut-être la même chose, comme plus d'argent ou moins d'argent? Ou... Ça va tout selon l'enseigne, ça va tout selon l'achalandage. Tu sais, comme on aurait les enseignes de bienvenue quand ça arrive au site. Ça, c'est quelque chose que la ville pourrait vendre. Il y a les tableaux de pointage. Mais tout ce qui serait, comme si on parle des terrains extérieurs, là, tout ce qui parle autour des terrains, des clôtures, ça serait tout la même. Toute la même sorte, tout le même matériel, pour que ça soit vraiment, que ça ressemble pas une pizza, là. Okay. Que tout le monde est la même chose. Merci. Merci. Pour la prochaine, Madame Leboutier. Merci beaucoup, M. le maire. Oui, super belle initiative. C'est bon d'avoir de la standardisation, tout ça. Ça va être intéressant de voir les recommandations que New Focus va sortir comparables à d'autres municipalités. Puis moi, je me rappelle, ayant fait beaucoup de bénévolat aussi dans le passé, dans le temps, il faut juste s'assurer que la ville de Dieppe ne soit pas en compétition avec les associations au point de vue des fonds. Nous, nos infrastructures sont payées par nos résidents. Ici, c'est ce côté-là, il faudra vraiment faire attention. Les PME, ils ont juste tant d'argent à émettre. Ça fait si on enlève une partie, ben il y en a moins qui vont aller justement à nos sports accrédités, mais pas juste les sports, les loisirs, etc. C'était plus de cette façon-là, mais je suis sûre que vous allez être capable de trouver une belle formule et puis c'est ce qu'on veut aussi, là, je suis convaincue. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais. Merci. Merci, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, j'applaudis l'initiative. Pour moi, ce qui va m'intéresser dans ce qui va être présenté dans la politique va être comment on va gérer qu'est-ce qui pourrait être les effets secondaires d'une politique comme ça. Mis de côté de l'argent qui peut être revenu, etc. Quand on fait la promotion et puis quand on met en place et on approuve certaines promotions, il y a toujours la question de qu'est-ce qui est à bon goût puis qu'est-ce qui n'est pas à bon goût. En d'autres mots,
quelle publicité qu'on va permettre puis quelle qu'on va pas permettre, puis comment on va gérer ça. Avez-vous eu des discussions préliminaires sur comment on fait ça dans les autres communautés, puis quelle approche qu'on pourrait préconiser ici pour faire justement cette évaluation de qu'est-ce qui est à bon goût et pas bon goût. Puis quand je dis bon goût, je vais donner par exemple une publicité qui, par exemple, peut-être fait la sexualisation des femmes. Là. Quelque chose qu'on trouverait peut-être pas à bon goût, mais quelqu'un d'autre pourrait trouver à bon goût. Alors, comment on va avoir ça pour vraiment gérer les effets secondaires? Il y a la question linguistique, tu l'as mentionné, mais il y a aussi d'autres choses. L'aspect vert, tu sais, là, est-ce qu'on va obliger que les gens prennent une approche qui est beaucoup plus moins d'énergie, utilisent moins d'énergie? Si tu mets une pancarte, y a-tu des utilisations du solaire? Tu sais, y a-tu des effets secondaires? Vraiment, moi, c'est plutôt cet aspect-là que j'ai hâte de voir comment vous allez adresser ça, si tu peux l'élaborer un petit peu. Les exclus, ça, on en a déjà parlé, puis ça fait partie de la politique. Ça va faire partie de la politique, certainement. Mais comment est-ce qu'on va gérer la zone grise, là? Moi, c'est ça comme... Quelle va être la façon de gérer ça pour quand on va tomber dans la zone grise de qu'est-ce qui tombe et pas, là? C'est quoi qui a le dernier mot? Qui prévoyez-vous avoir le dernier mot sur l'acceptabilité des publicités? Monsieur Richard. Voilà. Non, donc, excusez. Donc, dans la politique, il y a quand même des principes directeurs qui sont assez larges. Le programme qu'on va établir pour le personnel, pour administrer ça, va avoir peut-être un peu plus de détails. Par contre, il y a toujours il peut toujours avoir des zones grises. On ne peut pas prévoir tout. Mais dans le programme qu'on a établi, évidemment, la Ville se réserve toujours le droit de refuser toutes sortes parce que dans le processus, c'est nous qui donnons l'approbation. Donc, il n'y a aucune banque, il n'y a aucune publicité qui va être placée dans une installation sans que nous, on ait donné l'autorisation. Puis oui, il y a la politique linguistique, mais il y a toutes d'autres questions de regarder qu'est-ce qui est bon goût, qu'est-ce qui n'est pas bon goût en termes du message, ainsi de suite. Fait qu'on a ce droit-là qu'on se réserve. C'est une réflexion qu'on a. Justement, dernièrement, là, on se disait, il y a 2-3 scénarios, on se dit, sans nécessairement les mentionner ici, là, on se questionne encore à réfléchir. Donc, c'est pour ça un peu qu'on est ici ce soir également pour avoir votre son de cloche, mais on n'a pas complètement fermé la boucle là-dessus encore. Moi, mon seul commentaire là-dessus, dans ce cas-là, ça serait de penser à quel niveau de délégation d'autorité que tu veux qu'il y ait la permission d'exercer cette discrétion-là dans les zones grises. Notre mot, si c'est XXX, ça va, la personne qui administre la politique, ça va. La minute que tu tombes dans la zone grise, je vous recommanderais de regarder à peut-être quelqu'un de plus senior d'exercer cette discrétion-là. Mon seul commentaire. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. On parle tantôt de vente de publicité, bien sûr. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre que ça peut rapporter, en fait, de revenus, cette affaire-là? Est-ce que c'est déjà déterminé dans votre projet? C'est qu'on peut vendre, selon la recommandation de New Focus qu'on a reçue, là, on peut vendre, il y aurait 322 espaces à vendre, puis qui vaut une valeur annuelle de 390 000 $. C'est assez imposant. Mm-hmm. Oui, oui. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Autre question? Quelqu'un qui a fermé le mauvais numéro. OK. C'est beau. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires à être ajoutés, ou... Monsieur Richard. Oui, merci. Donc, peut-être juste pour ajouter sur une des questions là, par rapport à faire attention aux effets avec d'autres groupes communautaires, ce que Pauline est en train de faire, ce qu'elle a fait, là, vraiment, c'est qu'elle a fait un gros ménage dans tout ça. Parce qu'on s'est lancé avec de nouvelles installations et tout ça. Donc, ça, on est vraiment en train de faire, c'est encadrer tout ça. Puis l'objectif, c'est que les groupes communautaires puissent aller chercher plus d'argent. Et c'est un gros morceau. Puis si vous regardez l'exemple que vous avez dans la trousse, là, quoique c'est quand même une ébauche, là, allez pas partager ça publiquement tout de suite, on est encore en train d'y travailler. Nous, ce qu'on va avoir, la Ville de Dieppe, c'est surtout les espaces, là, comme Pauline nous a mentionné, comme le nom du terrain et des choses comme ça. Puis ce sont des ententes qu'on va avoir pour pluriannuel, donc de 2, 3, 4, 5 ans. Les groupes communautaires, eux autres, ont plus, dans les réflexions qu'on a, plus le annuel et des choses comme ça. Puis l'autre chose qui est intéressante que Pauline est en train de travailler dessus, c'est de développer des genres de forfaits.
Puis ça, c'est quelque chose tout de suite qu'on n'a pas. Donc, il pourrait être intéressant d'aller chercher des nouvelles genres d'entreprises, puis des nouvelles agents, de gens qui disent, moi, j'aimerais d'avoir peut-être une bande ici, puis une bande là, ou une bande de toutes les installations. En développant ces genres de forfaits-là, on pense qu'on est capable également d'aider nos groupes d'aller susciter de nouvelles sommes d'argent qui tout de suite ne viennent pas à la ville. Donc, c'est tout ça, là, quand Pauline mentionnait les gabarits et les outils qu'on veut leur donner, c'est vraiment les aider parce que dans ces organisations-là, il n'y a pas toujours d'expertise. C'est souvent qui tu connais de ça, mais il faut quand même avoir un encadrement. On a vraiment fait un beau travail de ça, là, puis on est vraiment content de ce qu'on pense qu'on peut amener pour la communauté. Autres questions, commentaires? Sinon, merci pour la présentation, puis on attendra les résultats à venir. Merci. Bonne soirée. Merci. Maintenant, Mme Paula Albers pour le club de garçons et filles de Dieppe. One of my personal favorites. Thank you very much for inviting me here tonight. Merci beaucoup de m'avoir invité ici pour parler de notre groupe. Je sais que plusieurs d'entre vous nous connaissent déjà. Alors, on s'appelait autrefois le Club de garçons et de filles de Dieppe et on a changé de nom pour être inclusif envers tous les groupes. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle BGC Dieppe maintenant. Cette année, nous avons célébré notre 50e anniversaire. Nous avons fait un impact dans la vie de milliers de jeunes depuis notre création. Désolé, j'ai des problèmes techniques. Bon. Alors, notre mission, c'est d'offrir des lieux sûrs et aidants où les enfants et les ados peuvent explorer de nouvelles possibilités, surmonter les obstacles, tisser des liens positifs et acquérir de l'assurance et des compétences qui leur serviront toute la vie. Et c'est notre mission depuis la création de BGC. Alors, on s'assure que tous nos programmes et que tout ce qu'on fait est en ligne, respecte cette mission. Notre vision, que tous les enfants et les ados découvrent leurs rêves et les réalisent et deviennent plus tard des membres sains et actifs de la société. Et une chose qu'on remarque, c'est que chaque enfant a un rêve différent. Un enfant voudra devenir astronaute, alors qu'un autre voudra devenir coiffeuse ou avocat ou avocate. On veut s'assurer qu'on donne les outils dont ces jeunes auront besoin pour poursuivre leurs rêves. On ne veut pas essayer de les envoyer vers des rêves que nous, on pense qui seraient bons pour eux. On veut que ces jeunes développent leur propre vision. Nos valeurs fondamentales, appartenance, respect, encouragement et soutien, collaboration et expression. Dans tout ce qu'on fait dans les communautés, on s'assure d'appliquer ces valeurs en tout temps. Alors, à quoi ressemble 50 ans d'impact? Donc, comme vous voyez dans les images, il y a des événements communautaires, il y a des activités qu'on fait pendant l'année. Donc, on fait de l'engagement familial, on bâtit des relations, le mentorat, on crée un environnement respectueux et engageant, on aborde la santé et la sécurité, on offre des formations en leadership et en croissance et on fait beaucoup plus que ça, mais ce sont des exemples de ce que nous faisons pendant l'année. Et le but, encore une fois, c'est de donner aux jeunes les outils dont ils ont besoin. Alors, pour ce qui est des programmes que nous offrons, on offre toute une variété de programmes et ces programmes changent constamment pour évoluer avec les besoins des jeunes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est peut-être pas ce que nous allons faire, ce qui sera là l'an prochain ou dans 2 ans. Alors, ça se peut qu'on enlève et qu'on ajoute des choses
à mesure qu'on avance. Quelques activités très importantes, donc préparation à l'emploi, ça c'est un domaine qui est très important pour nous. Donc, on invite les jeunes de 15 ans à 29 ans et on leur donne un emploi. Non seulement on leur donne un emploi, mais on leur donne aussi les compétences pour aller plus loin et pour obtenir un autre emploi. Donc, on fait des entrevues avec eux, on les aide avec leur CV, on leur parle du comportement approprié en milieu de travail. Donc, on présente tous ces éléments-là. On fait des activités en sciences, en mathématiques aussi. On offre un service de tutorat et de devoirs aussi. La santé mentale, c'est quelque chose de très important en ce moment. Les jeunes en ont vraiment besoin. Donc, on a différents programmes et on continue d'en ajouter d'autres parce que nous avons une coordonnatrice des programmes qui crée des nouveaux programmes et on les offre aux écoles et à d'autres organisations. On n'offre pas de programmation virtuelle en ce moment, mais bon, les choses évoluent. Alors, nous avons la capacité de passer en mode virtuel s'il le faut. On espère ne pas être obligé de le faire de nouveau, mais on a cette capacité-là parce que pendant la pandémie, il y avait, on n'a pas pu s'adapter immédiatement. Alors, on offre aussi un service de garderie et ça, c'est un service important avec les familles qui arrivent dans la communauté. Les services de garde sont très difficiles à obtenir, surtout pour les jeunes enfants. Donc, nous avons 19 places et ça aide les nouveaux arrivants. Et la plupart de nos jeunes enfants viennent de familles de nouveaux arrivants. Ensuite, on travaille, on offre des cours en éducation financière, on offre des bourses aussi, des cours de cuisine. Donc, on offre beaucoup de choses aux jeunes. Et on fait des sondages 2 fois par année. Et si les jeunes commencent à mentionner un sujet qu'on n'offre pas actuellement, là, on s'assoit avec l'équipe de la programmation et on trouve une façon d'introduire ces programmes-là pour répondre justement aux besoins des jeunes. Alors, les résultats de l'impact de BGC. Alors, nous avons posé des questions aux jeunes dans le cadre de notre sondage et voici les résultats. Je ne les mentionnerai pas tous, on a posé plus d'une 50aine de questions, mais 85% des jeunes déclarent se sentir plus à l'aise d'être eux-mêmes. C'est énorme. 95% des jeunes déclarent avoir l'impression de compter pour plus de gens. 92% des jeunes déclarent qu'ils font de meilleurs choix pour eux-mêmes. 97% des jeunes déclarent être plus actifs physiquement. 89% des jeunes se disent plus enthousiastes à l'idée d'essayer de nouvelles choses. 91% des jeunes se sentent plus à même de prendre des mesures pour atteindre leurs objectifs. 95% des jeunes déclarent avoir plus de confiance en leurs capacités et 93% des jeunes déclarent travailler mieux avec les autres. Donc, comme vous pouvez voir, les services et les programmes que nous offrons ont un impact positif sur les jeunes et on espère augmenter ces chiffres-là à l'avenir. Alors, quelles sont quelques difficultés auxquelles nous faisons face? Bon, premièrement, la question du transport, et ce, à 2 niveaux. Je ne sais pas si on se trouve dans la région Lake Burn, tout près de l'ancien aéroport, et le transport en commun est difficile. On avait, il y a la navette qui se rend là, et pour les gens qui conduisent, et c'est le cas pour de nombreuses familles de nouveaux arrivants, ils n'ont pas encore de véhicule. Donc, pour amener, pour les activités en soirée, les parents ont de la difficulté à se rendre à notre centre. L'autre difficulté, c'est que un des autobus est vieillissant. Donc, il faut qu'on trouve un autre autobus, surtout pour les activités en soirée. Donc, on va chercher les jeunes dans les écoles
Mais pour les programmes du soir, on a besoin d'offrir le service parce qu'à cause de notre emplacement, on veut pouvoir desservir toute la ville de Dieppe, pas juste le petit quartier qui nous entoure, là. Alors, ça, c'est une question, un enjeu pour nous. L'espace, on grandit beaucoup, on prend de l'expansion. Et à mesure qu'on prend de l'expansion, il faut trouver d'autres façons et d'autres espaces pour offrir nos programmes. Donc, on essaie de travailler avec les écoles et d'autres organisations pour que l'espace ne soit pas un problème. Notre immeuble est gros, mais on accueille beaucoup de jeunes aussi tous les jours. Et un autre problème, bon, c'est le financement opérationnel. For us. Right now, we have created relationships with 3 schools. Nous avons créé des relations avec 3 écoles et nous allons rencontrer encore 4 écoles. Nous allons organiser des programmes pour cuisiner, autres programmes dans les écoles que nous pouvons offrir. Donc, c'est pas mal emballant pour nous. Avec d'autres BGC, nous avons l'intention de travailler ensemble pour organiser des activités communautaires afin de sensibiliser la population à l'existence des clubs partout dans le Grand Moncton. Nous voulons travailler ensemble, mais séparément par ailleurs. Donc, pour la santé mentale et bien-être, nous créons de nouveaux programmes à l'intention des enfants et des jeunes et leurs familles, surtout pour contrer le stress, l'anxiété, la dépression, parce que les enfants et les jeunes parfois ne comprennent pas leurs sentiments. Donc, ils pourront s'informer sur le stress et l'anxiété, où s'en remettre et comment traiter, composer avec ces sentiments. Donc, ça leur donne un petit coup de pouce. Nous voulons aussi offrir quelque chose de nouveau et c'est du soutien aux parents. Le premier programme va débuter en mars. Nous offrons un petit programme sur l'anxiété et la dépression chez les enfants. Nous allons décrire pour les parents à quoi ça ressemble, où ils peuvent s'en remettre pour trouver de l'aide, quoi observer. Et c'est très important pour nous d'inciter la participation des parents dans les programmes que nous offrons. Donc ça, c'est une chose sur laquelle nous travaillons fort. Pour ce qui est de nos partenaires communautaires, nous les regroupons. Nous avons fait un plan stratégique l'an passé et certains membres du personnel de la ville de Dieppe ont participé. Et on a d'abord parlé de la collectivité, de la communauté. C'est très important. Nous travaillons avec la ville de Dieppe, bien sûr, et nous travaillons à plusieurs projets. Nous voulons voir ce que nous pouvons faire pour travailler ensemble. Nous travaillons avec le Centre de ressources à la petite enfance. Eux regroupent les parents de plus jeunes enfants pour les apprendre à cuisiner, à préparer des repas. Donc, nous offrons de l'espace pour ça et aussi le gymnase pour les tout-petits. Nous avons aussi une relation avec le club Rotary, le café, les districts scolaires anglophones et francophones. Nous travaillons avec les deux. Et beaucoup de nos jeunes fréquentent l'école intermédiaire, à Lou McNary à Dieppe, vont à l'école anglaise deuxième cycle et nous travaillons avec eux pour pouvoir travailler avec ces jeunes aussi. Nous travaillons de pair avec Centraide, les 2 clubs BGC, Moncton Review, Maison de jeunes. Nous avons eu des rencontres avec la nouvelle directrice là-bas et nous voulons travailler ensemble, surtout avec les plus jeunes, les jeunes un peu plus âgés, comme 12 ans et plus, des organisations qui veulent travailler avec ces groupes. Et aussi, nous avons de nouveaux sondages, un nouveau rapport qui va apparaître très bientôt. C'est pas mal emballant pour nous parce que nous pourrons offrir davantage pour ce groupe d'âge. Nous travaillons avec des Tim Hortons Children's Charity, Irving, Grand Sœur, Grand Frère. On a établi des partenariats avec eux. Donc, nous sommes toujours dans la collectivité pour voir avec qui on peut établir un partenariat, avec qui on peut travailler. D'abord, on ne veut pas dédoubler les services dans un premier temps et dans un deuxième temps, éliminer les lacunes parce qu'il y a des lacunes un peu partout. Nous cherchons auprès d'autres organisations pour savoir si on peut travailler ensemble pour combler ces lacunes.
Et nous avons comme slogan « Mettons les chances de leur côté ». Pendant plus de 50 ans, BGC a éliminé les barrières systémiques pour créer des possibilités à l'intention des jeunes. Grâce à nos programmes qui savent changer les vies avec les relations avec les pairs et d'autres adultes, BGC peut aider à donner aux jeunes les aptitudes dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Merci pour cette présentation. I don't see any question, Je n'en vois pas. Bon, vous avez fait une très belle présentation. Dans ce cas-là, c'est tout ce que j'ai à dire. Et vous savez, j'ai toujours une petite place dans mon cœur pour les BGC. Je suis ancien président de ce groupe et j'ai vu le travail accompli par les membres du personnel. Et au fait, il y a des membres du personnel qui sont venus travailler pour la ville à un moment donné. Donc, c'est un très bon programme et vous faites un excellent travail. Ce n'est pas une chose facile, c'est difficile parfois, mais vous faites un excellent travail. Et on les a ramenés dans notre communauté jusqu'au point où c'est une grande contribution pour les jeunes et pour la communauté, surtout dans ce coin-là de la ville, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas. Donc, on espère pouvoir vous renvoyer les bus pendant plus longtemps au courant de la journée. Ça, c'est une chose. Mais encore une fois, félicitations. Et je pense parler pour tout le monde ici. Félicitations pour tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Et je suis convaincue que la ville de Dieppe peut continuer à contribuer peut-être à un autre niveau pour veiller à votre succès afin de pouvoir assurer le succès des jeunes. Parce que les jeunes qui réussissent dans notre communauté évitent de s'attirer des malheurs. Oui, tout à fait. For being here. Thank you. Maintenant, nous avons les représentants de l'Association des vétérans militaires. On m'avait dit que c'était monsieur... on s'attendait de voir monsieur Larry Como, mais apparemment qu'il a été bumpé par un supérieur militaire. Ah, parfait, merci. Alors, bonsoir, Monsieur le maire et conseiller de la ville de Dieppe. Ma présentation est en français ce soir. Oui. Il me fait plaisir d'être devant vous ce soir pour vous présenter une mise à jour de nos activités au sein de notre organisation. Mon nom est Sylvain Bouliane, je suis le premier vice-président de l'Association des vétérans de Dieppe. Comme vous le savez, l'occasion a vu le jour en novembre 1979 et cette année, nous fêtons notre 45e anniversaire. Dans notre présentation ce soir, on veut toucher sur notre mission, nos objectifs, nos réussites, nos défis, nos projets à venir. Et si vous avez des commentaires ou des questions, je peux vous entretenir. Merci. Alors, l'Association des anciens combattants de Dieppe a pour mission d'honorer les camarades tombés au champ d'honneur en organisant des cérémonies respectueuses au cénotaphe de Dieppe. Ici, on parle de plusieurs, comme le raid de Dieppe, les célébrations du jour J, la bataille de l'Angleterre, la bataille d'Atlantique, les gardiens de la paix, les parades conjointes avec la Légion et aussi plusieurs autres au cours de l'année. Nous veillons au bien-être des membres de Dieppe et dans les régions avoisinantes en offrant du soutien par l'entremise de groupes et de visites et en fournissant de l'information essentielle provenant d'anciens combattants du Canada. Notre engagement comprend le parrainage du corps de cadets de l'armée de Dieppe et s'étend à la promotion de l'engagement communautaire auprès des écoles.
Dans un objectif, notre association a nommé une personne chargée d'assurer la liaison avec les écoles de Dieppe et de les rencontrer périodiquement pour expliquer la raison d'être du jour du souvenir et de donner un aperçu de l'histoire des anciens combattants. Appuyer le corps de cadets de l'armée de Dieppe et offrir une bourse présentée annuellement à un cadet diplômé qui poursuit ses études secondaires. Aussi d'encourager la participation au service funéraire des membres de l'association et d'autres anciens combattants lorsque la demande est là. Et enfin, organiser des réunions mensuelles dans l'intérêt de la fraternité et élaborer des programmes intéressants et d'appuyer ces réunions. Les réussites que nous avons obtenues l'année dernière et que nous prévoyons cette année, c'est une bonne transition de l'exécutif. Malheureusement, l'année dernière, nous avons perdu notre président, Niels Liljemark, soudainement. Ça a été vraiment un challenge de remonter la pente, de changer plusieurs membres de notre exécutif. Mais moi-même, qui viens juste d'arriver à Dieppe, je suis récent de Dieppe. Aussi, on a procédé nos rencontres mensuelles pour faire sûr que nos membres aient plus d'informations possible. C'est certain que l'information est toujours impossible au travers de l'Internet, mais de one-to-one, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait vraiment une différence. On a aussi fait de la reconstruction de notre site Web. Il y a beaucoup de changements. C'est moi qui est le webmaster et puis je le mets un peu plus aisé pour nos vétérans. La majorité des vétérans n'aiment vraiment pas aller sur l'Internet, certainement à cause de beaucoup d'histoires de spam. Mais on essaie de les demander d'aller sur l'Internet pour visiter. On a plusieurs photos de nos engagements récents et ça démontre aussi une présence à l'intérieur de notre organisation. On a aussi modernisé notre constitution, échangé. On est en train de la reviser pour inclure pas seulement les anciens militaires ou les présents militaires, mais aussi ceux qui ont servi en uniforme, les ambulanciers, la police militaire locale, la GRC fait déjà partie, mais il s'agit juste de passer le mot, parce que la majorité, une 50% certainement, ont participé à l'intérieur des Forces armées canadiennes. Ils sont déjà des vétérans. Alors, nos défis, je pense que depuis plusieurs années, on a ces mêmes défis, c'est les levées de fonds. C'est toujours difficile d'aller chercher des fonds pour les vétérans. On demande à nos vétérans d'être présents lors des levées de fonds, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont dans les capacités de se présenter. Alors, prochainement, nous allons demander à nos cadets de nous assister dans nos démarches. Aussi, un entreposage de l'équipement avec accès sans escalier. Présentement, nous avons nos matériaux au sous-sol du marché. Et ça a toujours grandi, il manque de place. Alors, on est toujours en train de vérifier, voir s'il y a d'autres places qui pourraient nous aider. Le recrutement des membres bénévoles, malheureusement, aujourd'hui, la majorité des personnes des Forces armées qui sortent et qui prennent leur retraite ne veulent pas beaucoup s'associer avec les organisations militaires pour un bout de temps. Alors, dans notre rôle, c'est de les aider au travers des formations qu'on peut passer au travers de l'Internet, et les newsletters et quoi que ce soit, pour faire sûr qu'on est là aussi pour leur aider dans leur dossier aux affaires des vétérans. C'est vraiment complexe, je peux vous assurer. Alors, nos projets d'avenir, le 80e anniversaire du jour J, le 5 et 6 juin de cette année.
On a eu une surprise de la ministre des Vétérans, Ginette Petitpas-Taylor, qui nous a annoncé que l'anniversaire du jour J cette année sera ici à Dieppe et Moncton. La dernière fois que ça s'est présenté, c'est à Halifax, je crois, 5 années passées. Alors, on est présentement en train de faire l'ordre de marche pour exécuter. Il va y avoir beaucoup d'activités, mais prochainement, on va avoir plus un plan adéquat. On travaille avec des personnes du quartier général d'Ottawa et du ministère des Affaires vétérans aussi. Pour des petits projets aussi, on a des pièces de défi, on appelle ça les challenge coins. On est en train d'en fabriquer. On va les remettre à ceux qui font les présentations et les personnes honorables qui viennent à nos réunions. Et nous avons aussi à faire de nouveaux achats pour les drapeaux et nos bannières. Je ne peux pas vous dire combien il y en a, je pense une quinzaine peut-être, qui ont été lavés par le soleil. Alors, il va falloir en remplacer quelques cette année. Alors, probablement qu'il va falloir faire une levée de fonds pour protéger, pour essayer de les remplacer. Alors, je tiens à vous exprimer un sincère remerciement au Conseil municipal de la Ville de Dieppe pour votre soutien et votre dévouement inestimable envers notre association. Je les vois à chaque occasion et je les vois, il y a quelqu'un du membre du Conseil avec le maire qui se présente pour nos présentations. Je tiens aussi à remercier Jonathan Desroches pour son professionnalisme et son engagement qui joue un rôle déterminant dans la réalisation de nos cérémonies. Merci. C'est bien, merci beaucoup. Question de la part des membres du Conseil? Non? Alors, premièrement, je veux vous remercier pour votre engagement. Comme vous l'avez si bien dit, ça fait à peine quelques mois que vous êtes dans la région. Alors, c'est de prendre la relève de l'île Jamarc, c'est des gros souliers à remplir. Puis, je suis confiant que des quelques fois qu'on s'est rencontrés, j'ai une grande confiance que vous allez bien faire ça comme le vétéran que vous êtes, bien entraîné, bonne formation. On était, nous aussi, très heureux d'apprendre qu'une des cérémonies prendra place ici, chez nous, pour le 50e du débarquement. Alors, c'est certainement un gros merci à Mme Petitpas-Taylor de nous avoir signalé ça, puis de nous embarquer dans cette chose-là. Mais je pense qu'en même temps, la Ville de Dieppe a toujours démontré son attention à nos anciens combattants, étant donné que même juste du nom de la ville de Dieppe, c'est un point de départ qui continue maintenant pour bien longtemps, on le souhaite. Nous avons une relation très forte avec les gens de Dieppe en Normandie. Et je sais que toutes les occasions que nous avons eues, qui est essentiellement aux 5 ans, là, on va aussi évidemment sur tous les sites, pas tous les sites, mais un grand nombre de sites de guerre et à travers la Normandie en général. Alors, puis on a eu l'opportunité d'amener de nos jeunes cadets avec nous qui nous ont toujours très bien représentés. Les gens là-bas en Normandie étaient toujours très fiers de voir la qualité des jeunes qu'on amenait avec nous, puis comment ils étaient actifs, puis ils étaient prêts à aider tout le monde, puis tout ça. Alors, je pense qu'il y a le temps. Vous voulez me dire de me taire, là, c'est ça? Non. C'est la question. Correct. Question ou commentaire, parce que moi, je suis rendu au bout de mon rouleau. S'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, encore une fois, merci de votre présentation et de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, l'item 4, nous avons une représentante du Centre boréal de Dieppe. Alors, Madame Sylvie Leblanc, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci.
Bonsoir, conseillère, monsieur le maire. Merci beaucoup de nous avoir ici. C'est ça, mon nom est Sylvie Leblanc, je suis la co-directrice du Centre Boréal. Je suis ici pour vous expliquer un peu nos services. Alors, Boréal, on a ouvert le centre en 2017. Puis souvent, la grosse question, lorsqu'ils nous posent pourquoi était la raison qu'on a ouvert le Centre Boréal, mais en fait, c'est nos statistiques par rapport à la région du Grand Moncton. La ville, ou le Grand Moncton, on siège avec le 3e rang le plus haut taux au Canada en termes d'infractions sexuelles contre les enfants. Puis également, quand ça vient à l'exploitation sexuelle, on est au 2e rang par rapport à les statistiques. Alors, c'est vraiment de là où que le Centre Boréal a été créé. Le Centre Boréal, on est un service sous le Centre de prévention de la violence qui est situé à Sainte-Anne. Alors, c'est l'organisme mère, puis le Boréal est un service sous le centre. Puis c'est là, on a fait une étude de faisabilité, puis qui a ressorti ces statistiques. Alors, pour nous autres, ça a été, qu'est-ce qui est en place déjà qu'on peut venir en aide à ces jeunes ici? Il n'y avait pas nécessairement de service spécialisé en termes de la violence sexuelle. Puis c'est là où on a tombé sur le modèle un centre d'appui. En anglais, ça s'appelle un Child Advocacy Center. En français, c'est un centre d'appui. Le modèle a été créé aux États-Unis. Ça fait maintenant environ 60 ans maintenant. Aux États, il y a par-dessus 1000 centres d'appui. Puis l'idée, c'était simple. C'était un procureur de la Couronne qui a réalisé qu'en justice, les cas d'abus sexuels sont les plus difficiles à prouver. Puis lui voulait comprendre pourquoi. Il y a une étude qui a été faite, puis à travers cette étude-là, il a démontré qu'un jeune, suite à un dévoilement de son agression sexuelle, il va répéter son histoire 10 à 16 fois à différents professionnels. Puis c'est aussi tous les services qui ne sont pas adaptés pour un jeune. Alors, c'est ça, c'est la famille se déplace à différents professionnels. Ça peut être l'enquête à travers avec la GRC, le développement social, l'hôpital pour un examen médico-légal, puis ensuite tout le système de justice. Alors, l'idée d'un centre d'appui, c'est on regroupe tous ces services-là, mais sous un même toit. Les services sont adaptés pour les jeunes, puis on crée une spécialisation. Alors, pour le Canada, on a une association nationale, on est sous Justice Canada qui gère les centres d'appui. Alors, c'est ça, nous autres, en 2017, on était le 26e centre au Canada, on était le premier au Nouveau-Brunswick. Présentement, on est 2 au Nouveau-Brunswick, il y a ici, puis il y a Kids Place qui est à Saint-Jean. Alors, c'est ça, le modèle, c'est sûr, avec un modèle comme ça, il faut une équipe multidisciplinaire. Alors, on a signé un protocole d'entente. Ça fait depuis 2017 qu'on a notre protocole. Le protocole d'entente crée l'équipe multidisciplinaire. Alors, vous voyez tous les partenaires qu'on a à la table. On est plusieurs, mais en fait, c'est tous les partenaires qui offrent des services pour les jeunes victimes de violences sexuelles. Ce qui est un peu différent avec notre modèle, c'est ce protocole d'entente-là nous permet de travailler ensemble. Des fois, c'est difficile de travailler ensemble lorsqu'on n'a pas des protocoles d'entente, puis tout en termes de la confidentialité, on n'est pas capable de partager de l'information entre, exemple, la GRC puis le développement social. Mais ce protocole ici nous permet de partager de l'information. Alors, si on a un dossier qui se rend à Boréal, exemple, puis un parent appelle, ça peut être 3 mois après, puis il veut de l'information au niveau de l'enquête. Nous autres, on peut appeler la GRC puis avoir cette information-là. Alors, on crée vraiment une équipe qui est capable de tout travailler ensemble. Puis, c'est ça, l'objectif, c'est qu'on sait qu'on est capable de travailler ensemble, on est capable d'améliorer le service pour les jeunes. Puis, l'objectif du modèle, c'est on crée plus des dossiers plus solides. Alors, lorsque c'est apporté en justice, il y a meilleure chance que ça soit prouvé. Ici, j'ai mis nos statistiques depuis qu'on est ouvert. Alors, en gros, les services généraux que Boréal offre, alors comme j'ai mentionné, les enquêtes se font à Boréal. Alors, il n'y a plus d'enquête qui se fait
à la GRC ou à l'Assomption au développement social. Toutes les enquêtes se font à Boréal, la GRC puis le développement social viennent au centre. Alors, les enquêtes se font là, aussi les examens médico-légaux. Ça, c'est le programme des infirmières saines. Puis aussi, on offre des services de thérapie. Alors, ça continue. Lorsqu'on a ouvert Boréal, je pense pas qu'on s'attendait d'être si tant occupé, juste en termes pour la violence sexuelle. Juste une comparaison, notre première année pour les entrevues d'investigation, on a fait 135 entrevues d'enquête. Puis si on veut comparer à un autre centre qui est à Halifax, eux, dans leur année, ils ont fait 163 d'entrevues d'enquête, mais eux font toute forme de violence. Puis nous autres, on fait seulement la violence sexuelle. Alors, qu'est-ce que notre objectif en termes de service? Le modèle comme tel est supposé faire toute forme de violence. Mais comme vous pouvez voir, avec seulement nos statistiques sur juste la violence sexuelle, on est débordé. Peut-être un jour, on peut se rendre là. C'est ça notre objectif, on espère. Mais c'est ça. Il y a encore beaucoup de choses en termes de services puis de ressources à mettre en place avant qu'on fait ce saut-là. Alors, c'est ça. Vous voyez, norme 4116, ça, c'est le nombre d'interventions qu'on a faites. Généralement, plus des filles qui viennent à nos services. Ici, les entrevues d'investigation, on a 312 pour les examens médico-légaux. Ça, c'est le nombre de jeunes qu'on a vus, puis les nombres de parents. Alors, ça, c'est important aussi à mentionner, on offre un gros service appui aux parents, parce que c'est pas seulement, oui, l'enfant passe à travers des choses très difficiles, mais les parents non agresseurs, eux vivent beaucoup de choses aussi. Alors, c'est vraiment important pour nous autres de toujours offrir des services aux parents. Alors, notre plan de traitement au niveau de la thérapie, c'est un plan de traitement conjoint. On voit l'enfant, puis le parent aussi peut participer pour des services de thérapie. Alors, c'est ça, le défi, nos défis, c'est on a trop de demandes, puis on peut pas, notre liste d'attente pour la thérapie est environ 8 mois, puis ça reste constant depuis 2017. Alors, ça, c'est toujours un défi pour engager d'autres employés pour être capable de répondre à la demande. Mais ça montre que le besoin est là, puis ça démontre pourquoi c'est important d'avoir un service comme ça, surtout pour notre région. Nos projets à venir, c'est sûr, comme j'ai mentionné, on cherche, on adore où qu'on est. Présentement, on est sur l'Amiraux, mais il manque des bureaux. Alors, on cherche pour acheter un bâtiment plus gros, pour ajouter plus de bureaux. Comme ça, on serait capable d'engager plus d'employés, faire d'autres salles de thérapie. On a présentement 2 salles d'entrevue pour la GRC puis le développement social. Idéalement, on pourrait en prendre un autre. Un bureau satellite pour la région Kent. Alors ça a été un besoin de l'étude de faisabilité qui a été faite en 2017. Alors, l'étude de faisabilité a établi quelle région que le Boréal allait desservir. Puis la région, c'est le sud-est, avec un premier emplacement pour le Grand Moncton, mais un bureau satellite pour la région Kent. Puis ça a été l'explication en arrière de ça. Bien, c'est sûr, on a un détachement pour la GRC à Richibouctou, puis aussi un bureau de développement social. On a également plusieurs communautés autochtones de la région Kent. Alors, c'est un peu loin pour eux de conduire 1h45 pour venir ici à Moncton. Alors ça, c'est toujours un projet qu'on travaille toujours dessus. Puis, on a un gros projet qui s'en vient. On a eu un financement avec Sécurité publique fédérale pour créer une spécialisation avec les services de thérapie pour nos jeunes autochtones, puis les jeunes de la communauté LGBTQ+, 2A+. Ça, en raison pour ça, c'est en gros, c'est nos statistiques. Dans la dernière année, on a remarqué que ces 2 communautés-là, on a eu
pour les jeunes LGBTQ+, on a eu une augmentation de 15 %, puis les jeunes autochtones de 22 % en termes d'accès à nos services. Alors, on a senti un besoin d'appliquer pour un projet pour être capable de spécialiser nos services pour ces jeunes-là. Puis, c'est ça que j'ai pour asseoir. C'est tout? Oui, merci beaucoup. Merci, mais merci à vous. Question de la part des membres du Conseil. Oh, Madame Leboutillier. Oui, merci beaucoup pour l'information. C'est vraiment, c'est quand même touchant quand tu vois les statistiques, je vais vous dire, puis surprenant un peu aussi pour la région parce qu'on le voit, tu sais, ces statistiques-là, on ne le voit pas nécessairement pointillé comme ça. Et puis moi, ma question, j'en ai deux principalement. Vous êtes combien comme équipe? Combien de personnes travaillent à ce centre-là? Oui, alors l'équipe interne qui est sous le centre de prévention, on est 5. Puis si tu inclus l'équipe multidisciplinaire, ben, on est environ une 30aine. Mais l'équipe qui gère, alors Boréal, nous autres, on offre les services de thérapie sous nous autres, puis les services de l'accueil. Alors, on est 5 à Boréal. Wow. Est-ce que, parce que les statistiques démontrent quand même depuis 2017 et 2012, oui. Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous voyez une augmentation, une diminution ou quand même une stagnation? Une augmentation par rapport à nos statistiques internes de Boréal. C'est sûr, c'est difficile dans notre travail en termes des... C'est difficile de trouver des statistiques récentes. Mais nous autres, pour nos services de thérapie puis les enquêtes, ça augmente à chaque année. Oui. OK, bien, merci beaucoup, puis oui. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci, Mme Godbout. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. Aussi dérangeant que ça peut être d'avoir des informations comme ça, c'est important qu'on en parle. Alors, merci d'avoir apporté ça au Conseil. Quand on regardait les statistiques, je me demandais, dans votre travail, est-ce que vous voyez aussi une connexion ou une croissance au niveau de l'exploitation sexuelle des enfants ou la violence sexuelle à l'égard des enfants qui augmente avec des liens en ligne? Est-ce que vous voyez ça, vous témoignez ça? Oui, c'est sûr, COVID n'a pas aidé les statistiques. Depuis COVID, que nos statistiques internes de 2020, il y a eu une augmentation en termes de nos cas de cyberviolence sexuelle spécifiquement de 16 %, puis l'exploitation sexuelle de 12 %. Alors, c'est sûr, ça s'explique, hein, les jeunes qui ont plus à la maison, qui font en sorte qu'ils sont plus en ligne. Qui font en sorte, c'est ça, qu'ils sont plus à risque. Mais ces dossiers-là, c'est toujours de quoi qu'on travaille dessus, puis on fait plein de présentations dans les écoles en termes de prévention, d'expliquer le consentement, puis les lois qu'on s'en vient à le partage de photos sur l'Internet, oui. Merci, continue ce travail. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Autre question? Pas que je vois tout de suite. Alors, oui, merci pour la présentation. Merci. C'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, malheureusement, certainement entre les 4 murs ici. Et puis, c'est bien de voir et de pouvoir parler de tout ce qui se passe dans notre communauté, d'un bout à l'autre de la communauté, peu importe dans quel secteur. Alors, merci beaucoup pour votre travail, puis merci d'être ici ce soir. Oui, bien merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Alors, ça nous amène à une présentation sur l'approche de développement communautaire, Monsieur Denis Leblanc. Merci beaucoup encore une fois de m'accueillir ici ce soir. Je voulais venir vous présenter un peu un changement à l'intérieur du département ou du service du développement communautaire qui m'appartient. Donc, comme vous le savez, en 2022, la Ville de Dieppe a finalisé où on vous a présenté un plan maître en loisirs ou plan directeur en loisirs, puis il y avait certaines recommandations. Ce soir, je vais vous en parler de certaines spécifiquement, puis je vais vous revenir au mois de mars ou avril
avec le plan maître au complet, avec qu'est-ce qui a été fait, puis qu'est-ce qui n'a pas été fait, puis qu'est-ce qui s'en vient. Mais ce soir, donc, recommandation 1.1, c'était de simplifier et améliorer le rôle de la Ville dans l'appui des organismes communautaires qui offrent des programmes. Donc, on a à peu près une quarantaine, cinquantaine d'organismes qu'on gère. Vous en avez vu 2 ce soir avec le club Garçons et Filles et les vétérans. Donc, il y en a à peu près une quarantaine qu'on gère de jour à jour. Action 1.2.3, c'est de renforcer l'attention actuelle du personnel dédié aux activités récréatives pour aider les organismes communautaires qui offrent des programmes en étendant et améliorant les programmes qui sont offerts à la ville de Dieppe ou à Dieppe. Donc, la division du développement communautaire. Le développement communautaire est un processus par lequel les membres d'une communauté travaillent ensemble pour améliorer leur qualité de vie et renforcer la capacité à résoudre les programmes locaux. Donc, je pense que le département du service communautaire, le secteur loisirs a quand même un gros rôle à jouer là-dedans. Puis voilà pourquoi j'ai fait des changements à l'intérieur du service afin de mieux répondre à cette définition puis aux besoins de la communauté. Donc, l'objectif de notre approche, c'était de développer des outils afin d'assurer le bon fonctionnement des organismes qui œuvrent dans nos communautés, renforcer les capacités des organisations communautaires à planifier, mettre en œuvre et évaluer les programmes de manière efficace et durable, développer l'autosuffisance, la saine planification et la gestion financière, favoriser une gouvernance efficace et transparente, renforcer les compétences des membres de l'organisation, impliquer les résidents dans le développement de notre secteur associatif, être tenu informé et donner des renseignements au niveau des organismes communautaires, puis partager nos valeurs municipales avec nos organismes communautaires, que ce soit la francophonie ou que ce soit différentes politiques qui existent à l'intérieur de la ville. Donc, on est convaincu par discussion, puis par discussion avec les bonnes personnes qu'on peut faire un peu mieux. Donc, ici, c'est un peu la structure qui a été proposée. Donc, au début, j'ai pensé à l'inverser parce que les groupes communautaires sur le fait, puis nous, en dessous, mais ça vient à la même chose. C'est une collaboration entre tout le monde, mais à la fin, c'est moi le directeur des développements communautaires. J'ai 2 agents communautaires que j'ai dédiés au développement communautaire. Donc, auparavant, c'était un peu un pêle-mêle dans les dossiers. Cette fois, j'ai vraiment divisé développement communautaire et événementiel. Donc, 2 agents communautaires au développement communautaire, 2 agents communautaires à l'événementiel. Donc, vous connaissez quand même la première assez bien, je suis certain. Donc, Sonia Babineau est responsable de tous les groupes qui sont culturels, sociaux et autres. Et Jonathan Desroches est responsable des groupes beaucoup plus sportifs. Puis après ça, on a les groupes communautaires. Donc, la direction que j'ai donnée au début, puis il y a eu différents modèles qu'on a utilisés dans les dernières années. Souvent, nos agents communautaires se rendraient aux rencontres des organismes en soirée ou autour des bureaux de direction. C'était bien, je pense qu'on apprenait beaucoup, mais qu'est-ce que j'ai suggéré dans la prochaine année? C'est au moins une fois par mois que mes agents communautaires prennent 1 heure de temps puis rencontrer soit le président ou l'employé de l'organisme afin d'avoir des bonnes discussions puis vraiment aller au bout de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, autour des comités, des fois c'est bien, mais des fois c'est 3 heures, on parle d'un peu de tout, puis les agents sortaient de là avec pas rien de concret. Maintenant, c'est à chaque mois, on va rencontrer les personnes responsables de chaque organisme, parler des défis, parler des réussites, parler de différentes choses. Puis je vois déjà, on a fait nos premières rencontres, qu'on apprend des choses qu'on ne peut peut-être pas apprendre, mais des choses qu'on a besoin d'apprendre, puis des choses qu'on a besoin de faire. Mais je vois que le retour avec les organismes est beaucoup mieux de ce qu'on voyait dans le passé. Donc, on va l'essayer pour 1 an. Ça ne veut pas dire que s'il y a un besoin d'un organisme, qu'on soit autour de la table pour les aider au niveau de leur fonctionnement, on va le faire. Mais je pense qu'il y a d'autres outils qui peuvent nous permettre de se rendre à ce même objectif. Comme je parlais, des rencontres mensuelles, donc parler des défis et réussites, nous informer, voir qu'est-ce que les collaborations qu'on peut faire, les besoins et les succès. Souvent, je trouvais qu'on travaillait chacun de notre coin, mais aujourd'hui, vous avez eu le Club Garçons et Filles. Déjà, dans nos premières discussions, on a trouvé quelques initiatives qu'on peut ajouter à l'intérieur de notre programmation, puis quelques solutions qui sont assez rapides pour notre personnel de le faire. Donc, ces rencontres-là sont très, très importantes. Bien que c'est une quarantaine de rencontres par mois, 1 heure par mois, c'est quand même du temps pour les agents communautaires, mais je pense que les résultats sont à notre bénéfice. Les besoins actuels qu'on a vus juste dès notre première rencontre, c'est le développement des politiques internes. Donc, les bénévoles qui siègent sur nos comités souvent sont là pour la bonne cause, pour faire les bonnes choses, mais souvent l'intérêt de développer des politiques internes, mais ce n'est pas ça que ça leur intéresse. Moi, je me mets bénévole à la ringuette pour le développement de la ringuette, puis pas nécessairement des politiques internes pour comment gérer un organisme. Donc, c'est des outils que nous, on veut bâtir à l'intérieur de mon service, puis les partager pour enlever ce fardeau-là d'être membre d'un bureau de direction, puis de parler de politique interne, qui n'est peut-être pas la raison maître que les gens veulent être là.
Qu'est-ce que les rôles et responsabilités des membres? Donc, souvent, de bon cœur, les bénévoles vont dire oui, je vais m'engager parce que mon jeune joue au hockey, mon jeune joue à la ringuette, fait de la danse, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment leurs rôles et responsabilités? Donc, essayer de définir autour d'une table qu'est-ce que les rôles et responsabilités de chaque membre, puis quand est-ce que tu dis oui, je vais être bénévole, mais que tu sais exactement qu'est-ce que tu acceptes, sans nécessairement le faire du bien de ton cœur, même si c'est quand même acceptable. On entend qu'il y a un manque d'engagement et de bénévolat. Ça, on le voit depuis la pandémie, que les gens se sont habitués à rester à l'intérieur de leur maison, puis moins sortir. Ça vient de mieux en mieux, mais est-ce qu'il y a une manière que mon service ou notre service peut aider à remplir les sièges qui sont vides, puis offrir du bénévolat de plus? Il y a aussi un manque de réseautage, formation et partage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, que les groupes sont très dans leur silo, puis pas nécessairement travaillent en collaboration. Donc, il y a quelques exemples qu'on a vus, qu'à un moment donné, eux sont en train de travailler sur une politique, mais pourquoi on ne la partage pas avec eux? Mais c'est qu'ils ne se parlent pas. Donc, on va être l'intermédiaire entre les groupes pour essayer de voir s'il y a des partages de ce genre. Des défis de communication marketing. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs canaux de marketing et de communication. Quel est le plus efficace, quel qui est le plus, qui a le plus de potentiel. Donc, on va essayer de les aider là-dedans aussi. Au niveau des collectes de fonds et de commandites, je pense que c'était l'association des vétérans qui disait que les collectes de fonds sont peut-être un peu plus difficiles, mais est-ce qu'il y a des outils que nous, la municipalité, on peut faire ou aider pour qu'il soit plus, ça soit facile de faire des collectes de fonds et aller chercher la commandite. Au niveau de la planification stratégique, il y a des gens qui, le mieux qu'ils peuvent, gèrent un organisme, essayent d'avancer, mais ils n'ont pas vraiment une vision stratégique. Donc, est-ce que nous, à travers de notre département, on peut les aider à peut-être focuser sur certains éléments? Puis au niveau de la collaboration, donc vous avez vu, je pense qu'on a terminé, en fait, c'est une magie d'hiver, puis le message que j'avais donné à l'agent communautaire responsable du dossier, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de tout faire comme événement. On peut aller voir dans la communauté qu'est-ce qui existe déjà. On a fait un partenariat avec le Centre des Arts, on a fait un partenariat avec, là je les oublie, il me semble, les scouts. Donc il y a plusieurs organismes qui sont venus se greffer à notre événement. Le département événementiel n'a pas besoin de tout faire. Des fois, il y a des choses qui se font très bien dans notre communauté. Il faut juste que les gens savent que ça se passe. Donc, des actions concrètes qu'on a faites depuis le début janvier. Donc, on a eu des premières rencontres avec une quarantaine d'organismes. On a développé un gabarit pour les règlements généraux. Donc, les règlements généraux, c'est quand même un document qui est très spécifique puis très avocat, disons. Donc, on a créé un gabarit que les gens peuvent se fier, puis qu'au moins tout est déjà écrit là, puis on a juste besoin de faire des choix. Donc, c'est quand même un document qui est quand même assez complet. On a fait un projet pilote d'aide avec l'élaboration des règlements généraux. Donc, on a offert l'aide de consultants pour faire l'élaboration des règlements généraux. On a fait un projet pilote aussi avec l'aide à la planification stratégique. Donc, il y a un groupe qui était au milieu de la planification stratégique, puis il y avait un petit peu de défi avancé, c'est de le faire tout seul. Donc, on a trouvé les ressources, puis une personne qui pouvait les aider à faire avancer leur planification stratégique. Puis on se disait, si un groupe fait une bonne planification stratégique, c'est certain que nous, ça nous aide dans notre travail quotidien parce qu'ils vont avoir une approche spécifique. On est en train de développer 4 sessions de formation pour les organismes, donc 2 au printemps puis 2 à l'automne. On va faire venir des experts du domaine pour essayer de donner de l'information, de la formation à nos organismes pour mieux performer. Donc, la première sera au mois de mars, puis on a été chercher quand même une compétence assez reconnue, donc on a hâte de au moins pouvoir délivrer la première. Puis comme je disais tantôt, on a fait plusieurs multiples découvertes et collaborations depuis le début, donc on s'attend que les conversations vont nous apporter plus loin là-dedans. On parle aussi de retourner avec un bulletin d'information. Donc, on sait que les organismes reçoivent une quinzaine de courriels à tous les semaines de différentes initiatives qui existent. Est-ce que la Ville peut prendre puis les mettre dans un courriel que le président a juste besoin de lire un courriel par semaine au lieu d'en lire 15? Puis peut-être qu'on peut décider qu'est-ce qui serait important et moins important. Puis trouver des manières de faire des partages des ressources. Donc, est-ce que c'est un gabarit sur le site web de la Ville ou un Internet en arrière pour partager les ressources qui existent déjà, puis que chaque organisme n'a pas besoin de réinventer la roue. Donc, en gros, c'était ça. Je voulais juste venir vous partager un peu qu'est-ce qu'une partie de mon département fait avec les groupes communautaires, donc je pensais que c'était quand même important. C'était 2 items à l'intérieur de notre plan maître en loisirs qui est quand même assez gros, puis je pense qu'il va nous apporter des bénéfices. Donc, merci, M. Leblanc. Question de la part des membres du Conseil. Oui, vous êtes plate à soir, hein? Je pense que ça fait plaisir à bien du monde pareil.
Alors, merci pour la présentation. On est content de voir le progrès qui se fait, je pense. Sinon, tu n'aurais entendu parler tout de suite, là. Mais c'est beau. Beau travail. Lâche pas. Maintenant, la mise à jour, un update sur l'arrêté sur les arbres avec notre ami Alexandre, M. Alexandre Truchon. Il a amené son bouncer avec lui ce soir, Justin. Il a amené Justin avec lui, là, juste au cas où, là. C'est un peu plus bizarre. Alors, bonsoir, bienvenue. Merci, M. le maire, membre du conseil. Donc, oui, on est venu présenter une petite mise à jour là, sur l'arrêté sur les arbres, vous donner un peu un portrait des statistiques qu'on a pu récolter, comme on a vécu la dernière saison de construction. Donc, on va faire une petite mise en contexte. On a adopté ce règlement ambitieux le 12 juin dernier. Donc, on est vraiment dans les 6 premiers mois de vie d'un règlement qui est innovateur pour l'Atlantique et qui est assez complexe. Donc, on va présenter ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on a comme recommandation pour la suite des prochains mois. Donc, à son adoption, on s'était engagé à faire une révision là, plus exhaustive au bout de 18 mois, présenter des pistes d'amélioration ou des modifications. Donc, c'était ça qui avait été la promesse initiale, si on veut. Donc, dès son adoption, on a procédé à l'embauche d'un technologue en foresterie qui a pu faire le traitement au quotidien des demandes de permis, qui avait une formation en foresterie et qui a pu donc appliquer les procédures puis mettre en place l'arrêté. Puis, on a eu la chance d'avoir Justin, qui était notre fidèle technologue en foresterie pour nos espaces publics, qui s'est proposé pour le poste de gestionnaire en foresterie. On était très contents qu'il le fasse, puisqu'il a amené avec lui 15-20 ans de bagages dans notre service. Donc, Justin va vraiment, au niveau de son rôle de gestionnaire, veiller à la procédure, conseiller pour les améliorations, mais aussi développer un plan de gestion là, pour la foresterie urbaine dans la ville. Donc, on a mis en place des procédures de travail. On continue à les documenter puis à les améliorer. Et je tiens à rappeler que tout ça s'est fait à travers une année record de construction, donc pour une 3e année consécutive, donc c'est pas rien. On est quand même assez fiers du travail qui a été accompli. Donc, je vais faire un petit rappel des différents scénarios là, quand on passe à travers une demande de certificat d'autorisation pour les arbres. Donc, le premier tri, si on veut, se fait si vous êtes à l'intérieur de la zone d'intervention qu'on appelle maintenant ce qu'on faisait référence qui étant le périmètre urbain, qu'on est en train de modifier pour inclure la zone l'extension du boulevard Dieppe. Donc, si vous êtes ou non à l'intérieur de cette zone d'intervention, on va déterminer si le premier chemin, la première division. Donc, si ce n'est pas le cas, vous êtes dans un territoire rural, dans le territoire annexé, ce qu'on demande, c'est une déclaration de la coupe. On vous présentera les différents cas qui nous ont été soumis dans ces scénarios-là. Si vous êtes à l'intérieur de la zone d'intervention et que vous avez un projet d'habitation, d'espace commercial ou de création d'espace industriel, développement de nouvelles rues, donc les lotissements, les choses comme ça, c'est là qu'on vient diviser et qu'on demande une étude arboricole sur les arbres d'intérêt. Donc, on fait un inventaire forestier, on identifie où sont nos arbres indigènes, en bonne santé. Donc, il y a une évaluation qui est faite, il y a un rapport qui est soumis au demandeur et la personne doit nous fournir ensuite un plan de protection ou un plan de plantation selon la nature de son projet. Donc, le remplacement des arbres d'intérêt, mais aussi la plantation pour les unités d'habitation, l'espace commercial ou industriel. On demande à ce qu'il y ait un dépôt ou une lettre de crédit qui soit soumise avant qu'on émette le permis ou le certificat d'autorisation de coupe. Donc, on s'assure que les engagements vont être respectés, faute de quoi on peut retenir une partie des montants. Puis, il va y avoir une validation et un retour du dépôt une fois que le projet est complété, au bout de 2 ans maximum pour la plantation des arbres. Si vous êtes dans un cas où vous ne faites pas une création d'habitation ou d'espace commercial ou de rue, dans ce cas-ci, on tombe dans une analyse un peu plus poussée. On parle d'une demande pour un arbre dangereux, un arbre malade ou un arbre mort. À ce moment-là, on évalue tous les arbres de la même façon. C'est-à-dire que autant les espèces exotiques que les espèces indigènes qui sont près des habitations vont faire l'objet d'une évaluation. Puis Justin pourra vous présenter un peu la méthode. Donc, si on détermine que la coupe est justifiée et qu'il reste des arbres sur le site,
généralement, il n'y a aucun remplacement qui est exigé et on donne le certificat d'autorisation, il n'y a pas de frais. Si par contre, on détermine qu'il y a une replantation qui est exigée, c'est-à-dire que l'arbre était jugé en bonne santé, mais que la personne veut procéder quand même à l'enlèvement ou qu'il n'y a plus d'arbres sur son terrain, on demande à ce qu'il y ait un taux minimum d'arbres qui soit maintenu. À ce moment-là, on va prendre un dépôt sur la plantation, et ensuite on émet le certificat d'autorisation, il y a une validation puis un retour du dépôt. Donc ça brosse un peu le portrait de la procédure. J'essaie de vous démêler un peu dans tout ça. Donc on va présenter chacun des scénarios ici en partant par les projets d'habitation. Ensuite, on va présenter les cas chez les résidents, puis on présentera un petit peu sur les déclarations. Donc, pour 2023, c'est 161 certificats d'autorisation qui ont été émis. Ça représente à peu près la moitié sur des projets de construction, développement et autres. Et puis l'autre moitié, c'est des demandes pour les arbres dangereux, malades ou qui pourraient avoir un impact sur une structure, le dommage à une structure. Donc, on va se concentrer en premier sur la portion construction, développement. Donc, sur l'ensemble des 80 quelques projets qui ont été évalués, on avait en moyenne une valeur de projet de 620 000 $, mais la médiane est à 313. Donc, on voit que la distribution n'est pas égale, c'est-à-dire que la moitié des projets qu'on a évalués avait une valeur estimée de plus de 300 000 $ et l'autre moitié était en bas de 300 000 $. Par contre, quand on fait le rapport des frais qu'on peut exiger ou des dépôts qu'on perçoit, ça représente toujours autour de 0,6 % de la valeur du projet. Donc, les exigences, si on veut, de replantation et les dépôts qui viennent avec représentent 0,6 % de la valeur d'un projet. Donc, dans le cas d'un projet à 300 000 $, on parle de 1 800 $. C'est ça qu'on a calculé? J'ai oublié le chiffre vite de même. Et il y a quelques cas que ça a dépassé le 1 % de la valeur du projet, mais c'est souvent des cas où le projet était sous-évalué et des choses comme ça. Donc, dans le cas que vous avez ici, là, imagé, on a un projet de 6 unités en maison arrangée. Il y aurait une exigence normalement de 6 arbres à planter, mais la personne a gardé une lisière d'arbres dans le fond du terrain. Donc, tous les petits arbres que vous voyez à côté sur la ligne de terrain, c'est une zone boisée qu'on a crédité pour l'équivalent de 2 arbres à planter. Puis, il y a 4 autres arbres qui vont être plantés sur les cours arrière. Donc, ça ici, ce serait un dépôt de 6 fois 500 $, donc 3 000 $ pour ce projet-là. Les projets qui ont fait une entente avec Expansion Dieppe, il y a déjà un dépôt d'aménagement qui est perçu, donc on ne le prend pas une deuxième fois, on ne veut pas aller piger 2 fois si on veut. Donc, ça, c'est déjà couvert, on n'a pas touché à ça. Donc, on parle de près de 300 arbres qui sont sous dépôt de plantation en ce moment pour l'ensemble des projets qui ont été évalués cette année, ou en 2023 plutôt. Et si on prend seulement les projets de 10 habitations ou moins, où normalement il n'y aurait pas eu d'exigence de replantation auparavant, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu dans certains cas, on demande des haies d'intimité, il y a un certain taux de plantation qui est exigé à travers l'arrêté de zonage. Si on exclut ces projets-là, mais c'est plus de 200 arbres qui vont être plantés, qui n'auraient pas été plantés normalement dans des projets dans le passé. Donc, au niveau financier, il y a eu 2 cas où les personnes ont choisi de faire un cash in lieu, donc une compensation financière au lieu de replanter un arbre, pour un total de 1 000 $. En termes de frais de permis, donc on demande pour les permis de construction 35 $ de frais d'application plus 100 $ pour l'évaluation des terrains par hectare. Eh bien, ça représente 8 400 $. Ça, c'est de l'argent qui est versé directement en frais. Ensuite, dans les dépôts qu'on a perçus, il y a de la protection. Donc, si la personne a gardé une lisière d'arbres ou des arbres d'intérêt, il y a un dépôt de protection totalisant 30 000 $ en ce moment sur les projets, puis un 120 000 $ sur des arbres à planter. Le titulaire d'un permis a 2 ans pour replanter les arbres pour retrouver son dépôt. Évidemment, si le projet n'est pas complété, il y aura moyen de négocier des extensions. Là, on sait qu'il y a des fois des retards dans les projets de construction. On ne voudrait pas quand même créer une charge, je dirais, déraisonnable. Mais bref, on demande à ce que ce soit complété en dedans de 2 ans quand même. Donc,
Dans les dépôts de protection, on a 7800 mètres carrés de couvert forestier qui est protégé ou sous dépôt, donc des lisières de bois, dont à travers ça 13 arbres d'intérêt. C'est pas toujours évident de conserver des arbres sur des projets, surtout quand on demande du nivelage, du drainage, il y a des exigences techniques quand même sur les sites, mais ça a été possible dans certains cas. Et ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une protection, au moins une clôture de protection sur les sites pour s'assurer que les arbres vont être maintenus. Je vais laisser Justin parler un peu plus du calcul des compensations, donc qu'est-ce qui rentre dans le calcul pour les exigences de plantation et de protection. À toi, là-bas. Merci, Alexandre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, moi, c'est plus au niveau du terrain, comment est-ce qu'on calcule nos compensations. Donc, au niveau du projet de construction, on a 3 choses qu'on garde là. On cherche au niveau de l'espace commercial créé, on a environ un arbre à mettre aux 100 mètres carrés. À chaque habitation créée, une habitation, ça peut être un bloc appartement de, on va dire, 20 unités, ça serait 20 arbres. Ici, une unité, c'est un arbre. Puis aussi, si on crée de la rue, c'est un arbre à chaque 10 mètres de façade créée. Donc, puis là, c'est ça. Puis là, les exigences vont aussi comprendre ce que les arbres d'intérêt qu'on a coupés. Donc, il y a toujours le critère de 30 cm de diamètre, l'espèce avec une durée de vie désirable, la structure, puis tout ça, on va rentrer dans ça un peu plus loin. Là. Puis là, après ça, as-tu cliqué? OK. Puis là, il y a des manières que le développement peut qualifier à des crédits. Donc, si on est capable de sauver ou garder en place les arbres d'intérêt, on qualifie pour des crédits, puis on qualifie aussi pour des crédits si on est capable de sauver des zones boisées. Donc, compensation, un arbre planté par 100 mètres carrés de superficie boisée sauvée. Donc, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire à la fin de tout, donc, on va recevoir le plan de construction du développeur. On va trouver on va considérer qu'est-ce que les arbres d'intérêt coupés ou nos exigences de plantation, moins nos crédits de plantation. Puis là, ça va nous donner notre compensation financière. Donc, ça, c'est chaque arbre qui reste à planter. Tu peux soit le payer avec une valeur de 500 $ par arbre ou le planter sur le site. Puis, on a aussi l'option de, s'il n'y a pas assez d'espace sur le site, on peut accepter un site qui est proche. Puis là, il y aurait l'option de planter ces arbres sur un autre site adjacent, si que l'espace est limité. Puis là, comme que j'ai parlé tout à l'heure, les arbres d'intérêt sont basés, il y a un minimum de diamètre de 30 cm et plus. On cherche des espèces indigènes puis résistantes. On veut des arbres qui vont rester là pas juste 5-10 ans, des arbres qui vont vivre plus qu'une centaine d'années. Belle couronne, vivante, pas de gros défauts majeurs de structure, d'enracinement, de branches. Puis on exclut les espèces exotiques. Donc, puis chaque site est différent. Ici, on a 2 exemples. L'exemple à gauche, ça serait un site proche d'un cours d'eau, vieille forêt acadienne qui n'aurait pas été cultivée ou qui n'aurait pas été coupée. Dans ce cas-là, on aurait une quarantaine, cinquantaine d'arbres d'intérêt. Versus le cas à droite, où est-ce que c'est presque la même grandeur, ben, on retrouve un arbre d'intérêt. Donc, au niveau des zones boisées protégées, le côté droit aussi a quand même l'option de se sauver beaucoup d'arbres, mais puis dépendant du cas à gauche, dépendant de ce qu'on veut sauver, ce qui est coupé, ça va avoir un impact sur les taux de compensation à la fin du calcul. Oui, ben, peut-être pour revenir, là, ça crée une forme d'encouragement à conserver des îlots d'arbres matures. Ici, on a aussi là, la protection des cours d'eau qui rentrent en ligne de compte. Donc, la personne n'est pas nécessairement autorisée à aller couper tous les arbres, mais tu peux quand même demander au service de l'environnement de couper une certaine partie du buffer ou à l'intérieur. Donc, nous, ce qu'on vient encourager, c'est un encouragement supplémentaire à maintenir ces zones-là. Donc, prochaine section, on parle des projets qui sont à l'intérieur encore une fois, de la zone d'intervention, mais qui sont pour des raisons autres
que le développement d'habitation ou de développement de rue. Donc, on parle ici d'évaluer tous les arbres, parce que si on se met à exclure les espèces exotiques, ben, on va perdre beaucoup de nos arbres urbains. Sur les terrains de résidence, c'est souvent des espèces, des cultivars horticoles qui ont été plantés. Donc, on fait une évaluation un peu plus exhaustive dans ces cas-là, en suivant une méthode qui est reconnue, que Justin pourra vous présenter aussi. Donc, dans ces cas-là, il y a 83 certificats d'autorisation qui ont été émis pour un total de 175 arbres qui ont été coupés donc sur des terrains privés, sur des résidences. Il y a eu 4 cas où on a demandé à ce qu'il y ait une replantation puisqu'on tombait en bas du seuil minimal d'arbres sur le terrain selon la largeur de façade de rue. Et en plus de ça, il y a 6 demandes qui on va mettre entre guillemets refusées, pour lesquelles on a considéré que l'arbre était sain, donc pour lesquelles on aurait exigé des remplacements de 4 arbres pour couper un arbre, 4 ou 5 arbres pour le remplacement d'un arbre à couper. Donc, souvent, les gens font le choix à ce moment-là de garder l'arbre. Donc, oui, pour la méthode, Justin pourra vous en parler un peu plus en détail. Donc, la méthode, c'est basé sur une norme, on appelle ça la Société internationale d'arboriculture. Puis, il y a différents critères qu'on regarde dans le temps qu'on fait notre évaluation, les racines, le tronc, les branches, les feuilles, la cote de l'espèce. Donc, on va favoriser des espèces à plus longue durée, comme j'ai parlé tout à l'heure. On va favoriser plutôt un chêne versus un peuplier, par exemple. Donc, il va être coté plus haut, donc ça va... Au niveau de la pondération, il y a plus de chances qu'il va être sauvé. Puis là, après ça, on évalue aussi c'est quoi le pourcentage de couvert forestier qui va nous rester après la coupe de ce terrain-là. On considère aussi que les évaluations, on fait l'évaluation du risque. C'est quoi les cibles qui est proche, ils sont-ils toujours là? C'est quoi l'impact que ça causerait s'il y aurait un bris de cet arbre-là? Puis c'est toutes des choses qui rentrent dans une feuille de calcul qu'on peut montrer ici. Puis, avec ça, on finit avec un score. Ce qui est au-dessus du seuil, on suggère le sauver. Ce qui est en dessous, on autorise la coupe. Okay. Et finalement, juste pour présenter rapidement un peu les 4 en fait, déclarations de coupe qu'on a reçues en dehors de la zone d'intervention dans le milieu rural, il n'y en a pas eu beaucoup. On les attrape, si on veut, plus au niveau des projets de construction, puisqu'ils passent par le service d'aménagement pour la construction de leur maison. Donc, on est capable de les contacter et de dire, vous savez, il y a le nouveau règlement, on vous demande à déclarer la superficie qui va être coupée. Dans la plupart des cas, c'est des grands terrains, ils vont maintenir une zone boisée. C'est pas la zone, je dirais, où c'est le plus inquiétant, mais la mesure en ce moment n'est peut-être pas adéquate là, pour couvrir toutes les situations. On a eu une seule déclaration pour un arbre mort dans cette région-là. Donc, mais ça représente quand même 4200 mètres carrés d'arbres qui ont été coupés pour les 4 cas là, présentés ici. Donc, à travers les commentaires qu'on a reçus pendant la saison de construction, on a eu des commentaires par rapport au dépôt pour les particuliers. Ça peut représenter quand même beaucoup d'argent, 500 $ ou quelques fois 500 $ pour des particuliers. Donc, on a mis en place une mesure de dérogation, c'est-à-dire que la personne signe un engagement qu'elle va planter l'arbre. Le délai est plus court et si ce n'est pas respecté, à ce moment-là, ça peut devenir une amende. Mais ça permet à la personne de ne pas avoir à faire dormir un 500 $ pendant 1 an. Là, surtout si le projet, disons là, en ce moment, la personne devait faire couper son arbre parce qu'il y a une urgence, mais on ne pourrait pas replanter tout de suite. On a eu des commentaires sur la qualité des études arboricoles qu'on fournissait. Donc, on travaille beaucoup, là, Justin et Simon, à améliorer nos technologies un peu. Donc, on a mis la main sur un GPS haute précision qui était sous-utilisé. Donc, on l'a valorisé ici dans notre service pour vraiment avoir une cartographie à l'interne qui est plus précise, donc éviter des malentendus avec les développeurs parce que, surtout pour un canal de drainage, si on est off de quelques mètres, ça peut avoir un impact sur les plans. Donc, on a travaillé là-dessus aussi. On a eu beaucoup à faire de la clarification au niveau des subdivisions. Donc, il y avait plusieurs projets de subdivision qui étaient exemptés de l'arrêté puisqu'ils avaient été autorisés avant l'adoption du règlement, mais là, on commence à en voir des nouveaux qui rentrent. Donc, on a clarifié un peu au niveau des autorisations qui étaient nécessaires. Nous,
Ce sur quoi on va se fier pour considérer que le projet est autorisé pour l'emprise de la rue, c'est l'autorisation du conseil. Donc, une fois que la subdivision est approuvée par le conseil, on considère que l'emplacement de la rue ne va pas changer. Le projet va aller de l'avant. Donc, c'est là qu'on met le point de départ. Ça ne donne pas l'autorisation de nettoyer tout le terrain, mais seulement l'emprise de la rue. Ensuite, pour aller vers le plan de drainage, c'est le service d'ingénierie qui doit l'approuver. Et finalement, dans les autres projets, si on veut préparer le terrain pour le reste de la fin du projet, il faut avoir en main les plans de construction, les plans d'ingénierie, tout ça approuvé par le service d'aménagement. Donc, c'est là-dessus qu'on a beaucoup aussi de résistance, je vous dirais, de la part de l'industrie. La pratique courante était d'aller couper les arbres, préparer le terrain, puis ensuite d'appliquer pour les permis. Donc, on vient un petit peu changer la pratique. Donc, on a un petit peu de résistance là-dessus. C'est une des choses qu'on s'engage à faire, c'est de consulter auprès de l'industrie puis de clarifier certains points. Mais c'est vraiment important pour nous de maintenir cette mesure-là. On le voit encore, il y a des projets des arbres ont été coupés il y a un peu avant que le règlement passe et il n'y a toujours pas de développement sur les terrains. Il y a même des terrains que ça fait 8-9 ans, je pense, qui sont coupés, qui ne se passe toujours rien. Donc, là-dessus, en tout cas, on continue à faire essayer de comprendre notre argument auprès de l'industrie. Pour les prochaines étapes, donc on propose, notre recommandation, c'est de maintenir l'application de l'arrêté tel quel. Comme je l'ai mentionné, on a juste vécu 6 mois. Là, on commence à voir vraiment les projets de A à Z, donc de subdivision jusqu'à la construction de la maison sur ce terrain. Donc, notre proposition, c'est de maintenir l'application de l'arrêté tel qu'il est écrit. On s'est engagé quand même à consulter auprès de l'industrie ce printemps, clarifier certains points. On est capable de faire des petits ajustements qui sont tout en respectant le texte de l'arrêté, puis de vous revenir à l'automne 2024 avec un rapport détaillé. Donc, c'est un peu ça le portrait général de la situation. On est ici pour répondre à vos questions, puis merci pour votre attention. Merci bien. Les questions, ça va aller de gauche à droite. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. Juste une question pour ce qui est le processus. On va dire qu'on est dans l'arrêté. Bon, on va dire, moi, je vais faire le développement. Je suis dans l'arrêté. Comment vous autres, vous êtes avisés de toutes cette construction-là? On le voit beaucoup à travers. On a le service d'aménagement donne gratuitement le service de révision de plan. Donc, on voit souvent les développeurs qui sont habitués vont soumettre des plans préliminaires, des choses comme ça. Donc, dès ces moments-là, nous, on contacte les gens, on les informe de l'arrêté sur les arbres. Autrement, juste si on passe directement par le service de planification d'aménagement, c'est pas mal notre point d'entrée, si on veut, pour la personne qui voudrait faire un projet. On les contacte dès la première heure, puis on va faire l'étude arboricole. Nous, c'est pas très long, c'est une visite de terrain. Ensuite, le rapport est fourni, puis on peut faire les ajustements au niveau du plan. Oui, il faudrait dire qu'on est à 100% de pas mal tout ce qui se passe à Dieppe pour la construction? Ou? Oui, toute la construction qu'on sait qui est légale, là, on est capable de la couvrir. Il y a peut-être des petits coins qu'on ne voit pas ce qui se passe, puis ça, il y en a toujours. Mais je parle comme des subdivisions. Oui, ça c'est certain qu'on les traite toutes. Là. Nous, on est dans le même logiciel de traitement de permis que le service d'aménagement. Donc, c'est intégré. Et eux, on fait partie de leur révision obligatoire au même titre que l'ingénierie. Donc, quand il y a un plan qui rentre et qu'il doit y avoir une révision des autres services, que ce soit au niveau de la cartographie, au niveau de l'ingénierie, on est, nous aussi, un réviseur là, dans le processus. Donc, nos permis sont interreliés. Ouais, juste une autre question, ma dernière question. C'est que, on va dire qu'il y a-t-il possiblement, pour mon intérêt, ou y a-t-il une possibilité d'aller voir ce qui s'est passé, comment d'arbres a été coupé, puis comment c'est de remplacer dans une telle subdivision? J'ai-t-il le droit à cette information-là? Ou? Ça ferait partie d'une demande d'accès à l'information si vous n'êtes pas le demandeur du permis. Là. Puis à ce moment-là, ça passerait par le bureau du greffier. Je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'on est capable de fournir au niveau des plans, mais nous, ça reste un processus public qui est documenté. Là. Non, juste savoir comment d'arbres qu'il y avait, puis comment se voulait sauver, puis... ça, c'est quelque chose qu'on voudrait améliorer, là, mais on ne fait pas le calcul tout de suite on fait une analyse, un inventaire des arbres d'intérêt, mais on ne va pas calculer tous les arbres qui sont sur le site là, avant un projet. Okay. C'est juste un projet que j'ai
J'ai remarqué quand il passait une couple de semaines passées, quand il passait devant le conseil, puis j'ai remarqué qu'un matin, ils étaient en train de couper les arbres. Là, je trouvais que ça avait fait vite. Oui, ben les autres, ils avaient préparé leur demande depuis longtemps. Là. On avait fait l'étude avec les arbres d'intérêt, donc on n'est pas là pour ralentir les projets. Une fois qu'ils sont approuvés, nous, on a fait toute l'information qui était disponible pour l'autoriser. On ne veut pas non plus ralentir les... Yeah. C'est bien. Merci. Merci, M. Brideau. J'ai enlevé ma question. Ah, OK, merci. Alors, ça nous amènera à M. Lanteigne. Merci, M. le maire. Merci beaucoup pour la présentation, très informatif. Merci pour le travail que vous faites. Comme vous l'avez dit, c'est un arrêté très audacieux. On est comme un chef de file dans ça. Puis, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire à tout le monde, mais c'est une bonne chose. Comme vous savez, moi, j'avais des réserves du point de vue résidentiel unifamilial. Puis, je suis content de voir que vous êtes à l'écoute des citoyens. Une des choses que des plaintes que j'ai reçues à plusieurs occasions, comme vous autres d'ailleurs, c'était le fameux 500 $ par arbre, que pour un développeur d'un projet de plusieurs millions, c'est raisonnable, mais 500 $ pour un particulier, ça peut être beaucoup. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute, puis de vous être adapté à ceci. Puis, on verra pour la suite. On réévaluera comme c'était prévu, puis voir s'il y a des choses qu'on peut encore faire pour améliorer. Mais je vous félicite. C'est certainement pas un travail facile. Vous êtes dans un milieu, c'est quelque chose de nouveau, puis les gens sont assez rudes, mais c'est quelque chose qui devait être fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Ma question est en lien avec les autres projets à l'intérieur de la zone d'intervention. Vous avez noté qu'il y a 6 demandes qui ont été refusées, là. Lorsque l'on fait un refus, puis le propriétaire choisit de simplement pas le couper, est-ce que vous faites des recommandations d'entretien? Parce qu'évidemment, l'arbre doit ressembler à... qui est mort, là. Ça fait que, oui. Ce ne sera pas un arbre mort, là, mais oui, souvent, ce n'est pas des arbres morts. Habituellement, si l'arbre est mort, ça passe sans problème. C'est plutôt qu'ils sont inquiets. L'arbre est trop gros, les feuilles tombent, ils sont tannés de ramasser des feuilles ou des pommes. C'est plus comme des raisons comme ça. Ça ne cause pas de danger public, puis habituellement, ça serait pour ça que ça serait refusé. C'est bien. C'est ça ma question. Merci. Merci, Mme Levoutier. J'aurais 2 questions, puis un par rapport à lorsque vous nous revenez et vous dites, ben voici certains des défis, est-ce qu'on a des sondages pour tous les gens qui en ont permis ou comment on s'y prend? C'est quelque chose qu'on veut regarder, d'avoir un genre appréciation du service, là, si on veut. Ça va faire partie de nos consultations avec l'industrie, certainement. Je sais que le format sondage, alors s'y est pas nécessairement, mais on va voir c'est quoi le meilleur format pour rejoindre les gens de l'industrie. Au niveau des gens qui ont passé à travers le processus d'autorisation, c'est une question qu'on a explorée au niveau de les contacter directement. C'est quelque chose qu'on aurait dû mettre dans notre formulaire à la base, là, mettre une boîte, j'autorise la ville à me contacter à des fins de qualité ou des choses comme ça. Mais on évalue une autre façon peut-être de les rejoindre et d'avoir leur rétroaction. Là, nos formulaires, est-ce que tout est informatisé? Là, hein? C'est pas fait à la main? Ils ont accès au formulaire dans le sens où on n'a pas encore une plateforme en ligne pour soumettre les demandes de permis. C'est quelque chose qui était en développement avec le niveau de service des technologies d'information pour le permis de construction. Donc, par la force des choses, nous aussi, on sera intégrés avec cette démarche-là. Mais pour l'instant, les gens peuvent soumettre un PDF là, par courriel. C'est pas... OK, parfait. Puis, lorsqu'on dit qu'on va consulter l'industrie, on va le consulter comment? Ça reste à déterminer encore une fois. Là, mais probablement qu'on va les inviter à une séance de rencontre, d'information, puis en tout cas, on a une stratégie qui doit être développée ce printemps. Là. OK, parfait. Merci. Merci, Mme Genet. Merci, Monsieur le maire. Ma question était par rapport à chez les particuliers, chez les maisons unifamiliales, tout ça. J'étais étonnée un petit peu de voir les chiffres. J'aurais cru qu'on aurait sauvé un peu plus dans ce côté-là.
C'est juste la statistique m'a étonnée. Pouvez-vous expliquer les raisons que... Parce que à la fin, les arbres, on va dire, ils se situent chez les gens. Fait que je voulais voir pourquoi il n'y a pas eu plus de sauvetage d'arbres chez les gens. Ouais. Il y a eu quelques cas où la personne, juste en discutant, a peut-être laissé aller sa demande de permis, puis ça, on ne les compte pas nécessairement. Okay. Il y a la feuille de calcul que Justin a présentée. On utilise un score qui est un chiffre en fonction de tous les critères. Donc, c'est quelque chose qui peut être ajusté, qui peut être resserré. On a utilisé une formule qui est reconnue ailleurs, mais selon, à mesure qu'on met des statistiques, c'est une pondération qu'on peut ajuster là, si on veut cibler, disons, plus, on veut mettre plus d'importance sur les espèces indigènes, on veut mettre plus d'importance sur le couvert forestier restant, on pourra pondérer un peu cette formule-là, mais pour l'instant, on ne voulait pas non plus créer trop de gêne. On veut que les gens s'adaptent au nouveau processus, donc on est allé avec une formule qui est, disons, peut-être plus permissive. Là. OK, je comprends. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Je veux juste revenir sur un point dont mon collègue Lantaigne a mentionné. Moi, j'ai eu l'expérience l'automne dernier, puis auquel, lorsqu'on parle d'un coût de 500 $ pour une demande de permis, la peur que j'avais, c'est que je me disais, je suis victime d'un arbre de la voisine qui est tombée sur mon terrain. Il m'a fallu que j'explique à Justin qu'est-ce qui s'est passé avec des photos, etc. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont pris la peine de venir voir la situation. Ils ont constaté que l'arbre était mort. C'est lors de la visite de Fiona. Alors, l'arbre était déjà pourri. Il est totalement tombé sur mon côté. Ben, c'est moi qui ai eu la tâche de faire la demande du permis pour me débarrasser de l'arbre de mon voisin. Alors, c'était une confusion que je voyais et que je ne comprenais pas au départ. Mais j'ai pu constater comment est-ce que le travail se fait. Et je les ai trouvés très professionnels dans ce qu'ils ont fait. Ouais. Merci. Merci. Merci, M. Brideau. Je ne vois pas d'autres questions, mais moi, j'en ai une. Alors, est-ce que dans les considérations de remplacer des arbres, on prend en considération l'aspect des changements climatiques? Parce qu'évidemment, les arbres qu'on plantait, on va dire 30 ans passés ou 40 ans passés, puis aujourd'hui, avec les changements climatiques, est-ce qu'on tient conséquence? À l'heure actuelle, non. Par contre, on évalue avec un des projets de Justin, c'est de mettre en place un plan de gestion de la foresterie urbaine. Donc, on va se pencher sur ces questions-là avec l'aide de professionnels. Nos amis chercheurs et autres vont certainement pouvoir nous guider là-dedans. Mais c'est une excellente question parce qu'effectivement, à travers la sélection des espèces pour les arbres d'intérêt, c'est quelque chose qui a été pris en considération. Notre consultant ACFOR, avec qui on a travaillé pour la méthode d'identifier les arbres d'intérêt, avait mis ça dans leur guide de sélection là, des espèces indigènes résistantes. C'est ça qu'on utilisait. Au niveau de la plantation, on n'a pas encore ces guides, ces lignes directrices-là, mais ce serait quelque chose qui serait à mettre en place définitivement. OK. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Merci pour votre présentation et au plaisir. Merci. Bon job. Job pas facile, puis bien fait. C'est bien. Alors, ceci termine l'ordre du jour pour cette réunion et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.